Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, chers adhérents, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la 91e Assemblée générale de la Chambre départementale des propriétaires privés du Lot-et-Garonne, réunie exceptionnellement ce jour avec celle du Tarn-et-Garonne. Je vous prie de bien vouloir excuser Michel Gabache, président de l'Union du NPI 82 à Montaumont, dont une délégation est ici dans la salle, qui devait à mes côtés vous recevoir. Il est empêché pour des raisons familiales. Madame Denise Ponce, qui est pas loin de vous, présidente régionale de l'Union régionale des propriétaires immobiliers de Midi-Pyrénées, le représente. C'est avec un très grand honneur pour moi, pour l'UNPI 47 et les UNPI associés, et pour tous les propriétaires privés du Lot-et-Garonne, de vous recevoir aujourd'hui pour un moment d'échange, non pas viril, même si nous sommes au pays du rugby, mais courtoise et républicaine. Notre association existe depuis 1924. Elle a aujourd'hui 91 ans d'existence. Vous êtes au milieu des propriétaires, privés, autonomes et non subventionnés. N'ayez pas peur, nous souhaitons simplement être écoutés avec des propositions légitimes et de bon sens. Je vais également vous rassurer dès maintenant, car tout au long de cette rencontre, les propriétaires privés ne vous demanderont aucune subvention, aucun avantage, mais seulement d'être entendus dans leur demande légitime d'équité. Qui sont les propriétaires privés? C'est vous, c'est moi, c'est 58% des Français, et en Lot-et-Garonne comme en Tarn-et-Garonne, c'est 63%. Donc plus de 3 Français sur 5. Les propriétaires privés donc, de Midi-Pyrénées, comme d'Aquitaine, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, sont représentés au niveau national par l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière, et en région par les URPI. Et pour ce département, il y a donc l'UNPI 47 à Agen, mais nous avons également une antenne à Villeneuve-sur-Lot. Nous avons Villeneuve-sur-Lot et Agen a toujours eu des petites rivalités, rugby à 15, rugby à 13, voilà. Bon, je laisserai le soin au président national Jean Perrin de vous faire part des préoccupations essentielles des propriétaires, d'une loi, pour ne citer que la dernière, qui a vraiment mauvaise allure, excusez-moi du jeu de mots, et nos propositions sur les points qui nous inquiètent par les dérives qu'elle génère. Je ne commenterai pas le volet portant sur les règles d'urbanisme et sa traduction sur la biodiversité, mais je soulignerai qu'en l'état, cette loi a une forte responsabilité dans le retournement marqué du marché immobilier de ces dernières années. Preuve que le marché est parfois plus sage que le politique. Il y a toutefois des termes que la loi doit s'interdire. Le mot indigne n'est pas plus approprié à cette cause des logements vieillissants ou insalubres que le mot racaille ou délinquant. Madame la ministre, vous êtes en charge depuis août 2014 de ce ministère qui définit les principes directeurs de l'urbanisme et les règles du logement, notamment social. Il fixe le droit du sol et organise sur le long terme l'aménagement du pays, non pas par des villes nouvelles, mais pour de nouvelles villes, combinant harmonieusement la transformation de l'espace. Depuis la première planification étatique du logement social en 1912, avec la loi Bonnevet, créant les structures publiques HBM, Habitat bon marché, ancêtre des HLM, la politique du logement en France n'a cessé au fil des crises et réformes d'accentuer les réglementations, les normes et les contraintes pour les propriétaires, avec 3 orientations constantes. La démesure fiscale, la réglementation de tout, à l'excès, notamment les rapports entre propriétaires et locataires, la régulation des loyers, y compris le secteur privé, sur des références de plus en plus contestables. Cet environnement législatif et administratif, juridique et fiscal est instable, rend l'avenir incertain pour les propriétaires, les bailleurs privés et les investisseurs individuels, qui s'écartent progressivement de ce marché, alors qu'en ce domaine, plus qu'en tout autre, il faut la durée et la confiance. Aujourd'hui, le Lot-et-Garonne, sur la base du rapport de l'Adréal Aquitaine, compte près de 150 000 résidences principales, qu'une évolution moyenne de 1% depuis 2007, très proche de la croissance démographique, qui ne corrige pas le vieillissement marqué de notre population et révèle un faible niveau de revenus comparativement à la région. C'est le département le plus pauvre de l'Aquitaine.
90,5% de la population est logée dans le parc privé. 90,5%. Excusez du peu et de notre juste souhait à être écouté, mais surtout entendu. Il compte 39 435 logements locatifs, soit environ 9 000 propriétaires privés, souvent plus très jeunes. La moyenne est 4,5 logements à peu près par bailleur. On notera la vacance élevée de logements privés. Cette situation a de multiples causes. La peur du mauvais locataire, le coût des diagnostics et des éventuels et nécessaires travaux est mis aux normes incessantes, les impayés de plus en plus fréquents, les délais juridiques et les frais engagés dans les conflits qui là aussi explosent, les très nombreux intervenants au titre des aides sociales qui trop souvent attisent, voire génèrent les conflits, enfin l'absence de toute réelle rentabilité. Le découragement devant ces contraintes de tous ordres contribue à ce phénomène de vacances et d'attentisme de jours meilleurs. Environ 1000 logements seraient vacants à Agen. Dans les mêmes proportions sur Nérac, Villeneuve, un peu moins à Marmande qui est plus proche de Bordeaux. Soulignons que le marché locatif privé souffre de la très forte concurrence du secteur public. Pourquoi un secteur plus que détendu construire encore et encore des logements publics aux frais des contribuables? D'ailleurs, sans référence particulière à la loi, le prix moyen au mètre carré des loyers est en baisse sur l'Agenais et dans le Villeneuvois. La propriété, c'est aussi la copropriété et les difficultés grandissantes des copropriétés, dont certaines sont caractérisées de potentiellement fragiles, voire en grande difficulté. Ce constat est un signe alarmant qui reflète l'essoufflement fiscal qui conduit les copropriétaires au renoncement de l'entretien de leurs biens, n'étant plus en capacité financière d'y répondre et à l'explosion des charges de tous ordres. Y a-t-il un réveil possible de l'investissement immobilier privé en France? Le constat d'un sous-investissement tant public que privé est patent depuis plusieurs décennies. 1977 est la dernière année avec plus de 550 000 logements construits. Par ailleurs, la crise des subprimes, crise financière qui a concerné le secteur de l'immobilier et qui a touché l'économie mondiale à partir de 2007, est encore vivace dans les esprits et a interpellé fortement les propriétaires privés sur la solidité légendaire de l'immobilier et la valeur de leurs biens, sachant que l'âge moyen du capital investi dans l'immobilier dépasse encore les 30 ans. L'absence d'investisseurs privés est néfaste pour l'économie, néfaste pour l'attractivité de ce secteur, néfaste à l'épargne privée. Pourtant, 72% des Français considèrent l'achat locatif comme un bon placement, s'ils en avaient la capacité financière. Preuve que les Français restent positifs, malgré la crise à l'égard du secteur de l'immobilier, alors que nous connaissons les incertitudes et le pessimisme sur les retraites futures. L'investissement privé permettrait d'orienter l'épargne des propriétaires vers cette deuxième étape de leur capitalisation retraite comme propriétaires bailleurs. Pour cela, il leur faut de la sécurité et de la confiance. Le Crédit Agricole, au terme d'un brillant exposé, nous a indiqué les financements possibles et les professionnels du bâtiment nous ont expliqué leurs difficultés et leurs perspectives et ont confirmé qu'il y a des compétences locales. Mais la confiance reste à générer. Il faut, Madame la Ministre du Logement, vous attacher à ces deux mots, sécurité et confiance. Il vous appartient de leur donner du sens et du contenu. Nous souhaitons vous aider. Dialoguer avec notre fédération, éviter les intermédiaires, consulter directement les propriétaires privés. Vous me direz que la loi Pinel est un outil en ce sens, à l'exemple de bien d'autres qui ont eu cours dans le passé. Nous vous en donnons acte. Cette loi repose principalement sur une niche fiscale, au moment même où, de toutes parts, la volonté est d'un élagage de celle-ci et d'un plafonnement qui est mis en œuvre. Or, n'est-il pas temps d'adapter la fiscalité immobilière dans son ensemble, plutôt que de créer des attraits fiscaux spécifiques en vue de doper ponctuellement le marché? La sécurité fiscale dans le temps est indispensable. Nous sommes en cette matière beaucoup trop instables. Plus d'impôts nouveaux, nous dit-on. Mais la réduction des dotations aux collectivités territoriales, acteurs centraux de la fiscalité immobilière, seront peut-être compensées par une augmentation de la fiscalité immobilière au cours des prochaines années. Nos élus locaux ne s'en privent déjà pas, en abusent même. 25% d'augmentation de la taxe foncière en 5 ans pour le département. Inflation pour mémoire sur la même période, 8,9%.
et qui est déjà donc prise en compte par le législateur dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous ne cesserons de demander aux élus d'économiser, de mieux gérer l'argent des contribuables, de réduire les dépenses. Donc l'UNPI est consciente de ces obligations et contraintes qui pèsent sur tous les propriétaires et nous nous sommes engagés à leur côté pour les représenter directement et les défendre dans un dialogue constructif et respectueux avec les instances politiques et politiques. Mais faut-il encore pouvoir participer? Faut-il nous consulter? Faut-il encore être entendu? Ayant des responsabilités à Bruxelles au sein de l'Union internationale de la propriété immobilière, qui a été créée en 1923, des comparaisons judicieuses de nos réglementations, de notre fiscalité sont à faire au niveau européen. 62 codes, 127 000 décrets, 400 000 normes, une loi Allure de 177 articles, c'est quasiment un nouveau code. 10 500 lois en France. Pour mémoire, en Allemagne, 1728 lois. Et ils ont 82 millions d'habitants, 25% de plus que nous. Ça fait 8 700 lois de moins. À quand une vraie simplification? Soulignons que la France ne compte que 58% de propriétaires, très en deçà de la moyenne européenne qui est à 72%. Vous constaterez que le propriétaire privé français est trop souvent bien en retrait sur la moyenne européenne. Pas un pays ne retarde sans motif l'exécution d'un jugement et nous ne parlons pas des périodes d'hiver. Dois-je citer le Canada, où l'expulsion est en 15 jours sans trêve hivernale, moins 40 parfois, moins 51 le record à Québec. C'est aussi une démocratie. Pas un pays n'autorise par la loi le droit à autrui de s'approprier l'usage d'un logement par une occupation indue et frauduleuse, de le détruire impunément. Là, c'est indigne. Et concernant la fiscalité, largement évoquée dans mon propos, la France est l'un des pays qui taxe le plus le patrimoine. Les taxes sur le capital y absorbent 4,5% de la richesse nationale, contre 1% en Allemagne et 2,4% dans la zone euro. Sur les plus-values, hors résidence principale pour laquelle l'exemption est quasi généralisée en Europe, le taux de prélèvement français, comprenant donc l'impôt et les prélèvements sociaux, s'élève à 31,3%. Soit 10 points de plus qu'en Espagne, et ce taux est de 28% au Royaume-Uni. S'agissant du revenu immobilier brut ou net, le propriétaire français est très loin du revenu des Allemands ou des Anglais. L'on ne peut ignorer l'impact désastreux de l'ISF. La France est connue pour être l'un des seuls pays à imposer ses contribuables sur la fortune. Effet pervers, ils partent et sont déjà très nombreux partis, dépensés ailleurs pour le bonheur d'autres contrées. À cela s'ajoute l'impôt foncier que je viens d'évoquer. Ainsi, la fiscalité globale sur le patrimoine immobilier est la plus importante d'Europe. Madame la ministre de l'Immobilier, la propriété immobilière privée reste porteur d'une identité spécifique de l'épargne et de l'investissement. Les propriétaires privés aujourd'hui et de demain seront d'autant plus actifs et engagés qu'ils auront la liberté de gestion de leur investissement et la sécurité de leurs revenus. La propriété privée doit être respectée, c'est un droit fondamental de la Constitution, son article 2. Il vous appartient de leur garantir cette liberté et la sécurité, tant fiscale que juridique. Ainsi naîtra la confiance entre les propriétaires privés et le politique, et la renaissance du respect et de l'équilibre entre locataires et propriétaires, si souvent décrié. Si l'artisanat est la première entreprise de France, nous sommes donc le premier employeur de France. Par les impôts et taxes, nous sommes toujours les premiers contribuables. Nous couvrons l'intégralité du territoire, nous maillons chaque canton, chaque commune, chaque village, chaque quartier, chaque rue et chaque immeuble, et nous logeons 60% de la population. Donc nous sommes le premier logeur de France, et 75% des ménages chez nous ont les ressources les plus faibles, bien plus que les HLM, dont c'est pourtant la vocation exclusive, avec l'argent du contribuable pour être conforme au SIEG européen. Donc au moins 3 bonnes raisons pour nous consulter régulièrement, nous entendre et répondre à nos légitimes attentes. L'État, donc le contribuable, y gagnera. Dans la liberté, nous engagerons des travaux pour le bien de nos locataires, du patrimoine immobilier, ferons travailler les entreprises locales qui embaucheront, paieront TVA et impôts, consommeront et toute la chaîne repartira localement. Vos parents, vos enfants auront foi en l'avenir. J'emprunterai au professeur Jean-Claude Drian de l'Institut d'urbanisme de Paris ma conclusion. Chacun sait que bousculer un ordre complexe fait de dimensions interdépendantes et souvent contradictoires, renvoyant autant au social qu'à l'économie et à l'urbain est très difficile. Concilier l'inconciliable est un art difficile, exigeant, mais nécessaire pour parvenir au bien commun. Mais avec de la volonté, le chemin s'ouvrira. Nous sommes à votre disposition
pour échanger et avancer. Nous en avons la volonté. Merci de votre attention. Je vais demander à notre président national, Jean Perrin, de bien vouloir me remplacer. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis de l'UNPI, des chambres voisines, chers adhérents, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Agen et honoré que Madame la ministre ait fait le déplacement pour nous. On m'a dit que ce n'était pas très loin, mais le fait que vous veniez, Madame la ministre, est pour nous un honneur. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques points. D'abord, les points que nous avons en commun. Nous souhaitons que la politique du logement fonctionne bien en France. Nous souhaitons qu'il y ait des propriétaires en France. Nous souhaitons qu'il y ait de bons logements. Nous souhaitons qu'il y ait des loyers accessibles et qu'ils soient payés. Nous souhaitons que les entreprises aient du travail. Nous souhaitons contribuer à la transition énergétique. Donc nous avons beaucoup d'objectifs communs. Le président de la République, dans sa campagne, a indiqué qu'il souhaitait la construction de 500 000 logements. Nous avons adhéré à cette idée. Nous l'avons trouvée bonne. Mais l'UNPI a un certain nombre de points d'analyse, de réflexion, de remarques qui divergent avec l'ambiance générale commune, médiatique, répétée, souvent par des personnes qui ne prennent que la phrase d'un autre, qui la répètent à un autre qui la répète et qui devient une vérité. Quelques exemples. La flambée des loyers. Madame la ministre, quand on regarde les observatoires, qu'ils soient de l'État ou privés, on s'aperçoit que la flambée des loyers, ça existait, mais ça n'existe plus. Le nombre de logements indignes ou insalubres. Il y en a. Quand on voit la réalité, c'est peut-être pas tout à fait cela. Je me rappelle que lorsque le droit au logement a été établi, on nous avait annoncé 500 000, 800 000, 1 million de demandeurs qui saisiraient la préfecture au titre du droit au logement. Quand on fait les statistiques aujourd'hui, quelques années plus tard, pas eu beaucoup de demandes. Il y a eu la région parisienne, très marquée. Pour le reste, ça n'a pas été l'affluence que l'on imaginait. Donc ce qui semblerait dire que peut-être on a un certain nombre d'idées qui se propagent et que ceux qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec cette communauté de pensée auraient tort. Je vais essayer de vous démontrer que l'UNPI, qui n'est pas tout à fait d'accord, pense ne pas avoir tort et pense même au contraire qu'on pourrait voir les choses différemment. D'abord, les résultats de la politique du logement sur 20 ans, Madame la Ministre, pas sur les dernières années, sur 20 ans, semblent ne pas donner satisfaction, puisque nous entendons fréquemment dire que la France connaît une crise du logement, et parfois même, certains ajoutent, sans précédent. Donc si la crise est sans précédent, ça veut dire que les politiques successives qui ont été mises en place n'étaient pas tout à fait adaptées. Alors peut-être que certains pourraient dire « Oui, mais la France n'a pas mis les moyens ». Alors parlons-en des moyens. Une étude qui a été demandée par le Premier ministre a démontré que la politique du logement en France coûte à l'État, tout confondu, y compris en intégrant le 1% logement, 51 milliards par an. Alors 51 milliards, c'est une somme qui peut choquer ou qui peut faire rire, ou du moins qu'on peut avoir du mal à appréhender. Pour donner quelques éléments comparatifs, 50 milliards, c'est à peu près l'impôt sur le revenu que payent tous les Français sur une année. Donc l'impôt sur le revenu des Français qui devrait servir à des écoles, à des routes, à la justice, enfin, en fonction de base de l'État, l'équivalent de cette somme est mis chaque année dans la politique du logement. 50 milliards, c'est l'intérêt de la dette de la France. La France, dont on nous dit tous les jours que la dette est insurmontable, qu'on n'y arrivera pas, 2200 milliards.
2200 milliards, un peu plus de 2%, faites le calcul, ça fait 50 milliards. Je me dis que peut-être, avec une politique du logement plus adaptée et à l'écoute de ce que disent les propriétaires par l'intermédiaire de l'UNPI, on aurait pu trouver 11 milliards d'économies sur les 51 et ne rien demander aux collectivités locales qui galèrent tous les jours pour boucler leur budget. Donc, cette charge de 51 milliards, Madame la Ministre, me paraît, compte tenu des résultats obtenus, quelque peu manquer d'une certaine efficacité. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, je le répète. Alors, l'UNPI n'est pas là pour critiquer, mais pour proposer. Et pour proposer, il faut analyser. Quel est le problème qui se pose? Moi, j'aime bien quand j'entends nos amis de la Fédération du bâtiment, nos amis des professions immobilières, qui nous disent « Donnez-nous du travail ». On a des salariés, donnez-nous du travail, il faut qu'on les embauche, il faut qu'on ait de l'activité. Oui, ça me fait penser un peu à ceux qui disent « Il faut créer des emplois ». Les chefs d'entreprise ne créent pas d'emplois. Mais vous savez, si les chefs d'entreprise, ils avaient des produits à vendre, s'il y avait un marché pour qu'ils vendent leurs produits, mais ils n'auraient pas besoin qu'on leur mette des coups de pied aux fesses pour créer des emplois. Ils les créeraient parce qu'il y a un marché. Alors aujourd'hui, évidemment, on leur dit faites des emplois, ils disent oui, il faut changer le contrat de travail, oui, il faut plus de souplesse. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, même si on fait tout cela, s'ils ne peuvent pas vendre les produits qu'ils produiraient en embauchant des gens, ils n'embaucheront pas. Eh bien, pour le logement, c'est la même chose. Pour le logement, j'entends bien aujourd'hui tout ce que l'on nous dit sur le fait qu'il faudrait que les gens investissent. Alors, l'an dernier, selon les statistiques, 280 000, 300 000 logements de construits. Bon, c'est pas assez. Les plus belles années de Jean-Louis Borloo, 427 000. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel dans notre pays. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de terrain à bâtir, Madame la Ministre. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés de normes et tout. Oui, bien sûr, c'est un handicap. Bien sûr, c'est un handicap. Mais c'est pas ça le fond. Le vrai fond, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. S'il y avait des acheteurs de logements, ne vous inquiétez pas, les promoteurs, ils trouveraient des terrains, ils embaucheraient des gens et ils construiraient. Donc le vrai problème, ce n'est pas de se concentrer sur celui qui construit le logement, c'est de se concentrer sur celui qui l'achète. Alors parmi les acheteurs de logements, il y a deux catégories. Il y a les propriétaires occupants et puis il y a les propriétaires bailleurs. Les propriétaires occupants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être logés, a priori moins cher ou différemment que s'ils payent un loyer. Et quand je le dis le moins cher par rapport au paiement du loyer, c'est qu'il y a d'un côté le patrimoine qui se constitue et puis l'avantage d'être logé. J'intègre les deux choses pour bien démontrer l'intérêt d'un propriétaire occupant. Or, aujourd'hui, les propriétaires occupants, ils hésitent. Ils hésitent parce qu'ils se disent les plus-values, c'est plus tout à fait comme c'était avant. Les successions, ce n'est pas tout à fait comme je l'espérais. Et puis, les charges qu'on me met, notamment par les taxes foncières, taxes d'habitation, taxes d'ordures ménagères, avec tri sélectif et tout, que je ne conteste pas, mais que je constate, tout ceci fait que, finalement, c'est peut-être aussi bien d'être locataire que d'être propriétaire. Et même les taux d'intérêt très bas, et même l'allongement de la durée des crédits, ne suffisent pas à contrebalancer ce doute pour certains qui se disent « bof, est-ce que c'est bien utile d'être propriétaire ?» Et puis pour les bailleurs, les propriétaires bailleurs, ils interviennent à deux niveaux, Madame la Ministre. Ils interviennent sur le marché du neuf. Et sur le marché du neuf, on voit bien qu'ils sont un peu moins actifs. D'ailleurs, la loi Pinel est venue essayer de les motiver, de les encourager, et je vous en félicite. Et il semblerait que les effets produits par les réformes que vous avez faites relancent un peu. Je dis relance un peu parce que si on regarde bien, les propriétaires ne sont pas des grands scientifiques forcément, mais ils ont un sens, ils ont une appréhension, un sentiment. Et quand ils regardent les dispositifs qui sont en place aujourd'hui, ils se disent « mais à qui profite la chose? Est-ce à moi, propriétaire? Est-ce aux locataires? Est-ce aux constructeurs ?» Et si l'on observe ce qui s'est passé dans les mois derniers,
On s'aperçoit que bien souvent, quand un système bénéficie d'un avantage fiscal, les prix, bon, ils ne sont pas à la baisse, hein, on va dire ça comme ça, pour ne pas choquer l'ami d'en face. On voit aussi que dans le système, il est dit, monsieur le propriétaire, vous allez avoir un avantage fiscal, mais attention, en contrepartie, on vous demande de faire un loyer de 20% de moins que le marché. Je rappellerai que les premiers systèmes d'incitation, c'était Meignery. Et Meignery disait aux propriétaires, c'est simple, vous achetez un logement et je vous donne un impôt 10% du montant de l'achat de votre logement. Puis après, faites ce que vous voulez. Là, le propriétaire avait le sentiment d'avoir un encouragement et une aide directe. Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il faut que votre loyer soit 20% inférieur au marché, on sait donc que l'avantage fiscal que l'on a, il y en a une partie qui est un peu récupérée par cette baisse de loyer que l'on fait. Quand on fait le calcul sur la durée moyenne du système en place actuellement, on s'aperçoit que sur 9 ans, par l'écart de loyer, on a restitué la moitié de l'avantage fiscal. Alors on pourrait dire, mais soyez heureux, vous avez l'autre moitié. Pas tout à fait. Parce que compte tenu de la loi Allure, compte tenu de ce qui est dit sur l'encadrement des loyers, compte tenu de la disparition de l'article 17C de la loi de 89 qui permettait de réévaluer un loyer manifestement sous-évalué par rapport au marché, comme cela n'est plus possible, ça veut dire que le propriétaire va continuer de faire un loyer 20% de moins que le marché, alors qu'il ne sera plus dans le système, qu'il n'aura plus cet avantage fiscal, et que donc, au bout d'une vingtaine d'années, il aura redonné tout l'avantage qu'il aura eu. Donc, en fait, le système d'encouragement de l'investissement profite aux locataires, qui payent un loyer moins cher, mais ne profite pas aux propriétaires au final. Donc, ces systèmes-là, qui sont coûteux pour l'État, mériteraient d'être analysés, d'être revus différemment. Oui, on peut faire du logement moins cher pour loger des gens qui ne souhaitent pas peut-être tout le confort qu'on pourrait leur proposer aujourd'hui. Oui, on a des solutions, oui, on a des pistes. Madame la ministre, je suis heureux que vous nous ayez entendus. L'UNPI est prête à s'engager à vos côtés. Oui, parce que je suis venue en voisine depuis le Tarn-et-Garonne et je salue les adhérents de ce département parce que je suis moi aussi une élue locale et bien évidemment en raison des responsabilités ministérielles qui sont les miennes. Et je veux, messieurs les présidents, vous remercier chaleureusement pour votre invitation à cette Assemblée générale qui me donne ainsi l'occasion de dire ou de redire l'importance que j'accorde à l'ensemble et à tous les acteurs de mon périmètre ministériel. Vous êtes au cœur de la chaîne du logement et vous jouez, je le sais, un rôle essentiel dans tous les territoires. Vous êtes au service des habitants puisque vous apportez une aide indéniable aux propriétaires et vous l'avez rappelé, dans le Lot-et-Garonne, cela représente 3 ménages sur 5. Je suis donc parfaitement consciente que la propriété immobilière doit prendre toute sa place, non seulement parce qu'elle constitue un élément fondamental de notre société, mais également parce que derrière la plupart des propriétaires se trouve un locataire et donc une solution de logement pour l'un de nos concitoyens. Votre tâche est difficile, je le sais, car l'environnement juridique et réglementaire est souvent complexe et d'autant plus difficile à appréhender qu'il a beaucoup évolué ces dernières années. C'est pourquoi, depuis mon entrée en fonction il y a 1 an, je me suis attachée à être à l'écoute des organisations professionnelles de l'immobilier, de toutes les organisations professionnelles de l'immobilier, au plus près des réalités locales et toujours prête à discuter de nos points d'accord et de nos points de désaccord. Et ma présence ce matin, messieurs les présidents, à vos côtés, en est un nouvel exemple. Mon action, vous le savez, est guidée par le pragmatisme et je suis persuadée que développer la confiance entre les acteurs, avec les acteurs concernés, entretenir un respect mutuel sont les gages d'une action réussie. Et je souhaite contribuer à créer un marché fluide, responsable et pacifié. Comme vous le savez, ce texte de loi est actuellement en discussion au Parlement
et je serai vigilante concernant le point évoqué, comme je le serai sur les propositions qui peuvent m'être adressées. Je pense notamment à la possibilité pour les copropriétaires de pouvoir désigner seuls un syndic lorsqu'il n'y en a pas, sans avoir recours à un administrateur provisoire désigné par le juge, qui est une procédure longue, coûteuse. Là encore, je souhaite que nous parvenions au bon équilibre. Je m'exprime devant un public convaincu, j'imagine. Simplification, souplesse sont nécessaires dans de nombreux domaines, mais dans celui-là en particulier. Les prochains décrets à paraître pour les copropriétés concerneront l'immatriculation, le décret sera publié cet été, ainsi que le plafonnement de l'état daté que nous élaborerons au second semestre 2015. L'Union nationale de la propriété immobilière ainsi que le Conseil supérieur du notariat m'avaient également alerté sur les retards pris par les transactions immobilières en raison de l'obligation imposée d'annexer un nombre de documents significatifs aux promesses de vente. Plusieurs simplifications ont déjà été votées dans le cadre de la loi sur la simplification de la vie des entreprises et je prendrai une ordonnance avant le mois d'octobre pour aller plus loin et en tenant compte des retours de terrain que j'ai pu recueillir. Le projet est prêt, il est actuellement soumis à la concertation, notamment auprès du CSN, et sera envoyé au Conseil d'État d'ici cet été. Enfin, le Premier ministre l'a rappelé le 29 août dernier, de l'encadrement des loyers ne sont pas encore remplis dans toutes les zones tendues. Seuls les observatoires de Paris et de Lille sont prêts à l'heure actuelle et donc ont reçu leur agrément. Il y a eu beaucoup d'interprétations erronées quant à cette mesure et je veux redire ici que des communes comme Agen ou Montauban, par exemple, ne sont pas concernées. Ça concerne uniquement 28 agglomérations, celles qui sont soumises à la taxe sur les logements vacants. Et je rappelle que le Premier ministre a dit très clairement qu'il souhaitait d'abord bénéficier du retour d'expérience sur Lille et Paris avant de généraliser ce dispositif. Et j'ai parfaitement conscience que l'incertitude des évolutions législatives peuvent ralentir ou perturber les prises de décision des ménages. Et c'est pourquoi je veux, je l'ai souvent dit, redonner de la visibilité, de la stabilité. Et c'est pourquoi je souhaite aussi que nous puissions, avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier et du secteur du logement, entretenir des relations de confiance. Avec le Premier ministre, nous avons engagé l'année dernière un plan de relance ambitieux pour remplir deux objectifs. Le premier, évidemment, permettre à nos concitoyens d'accéder à un logement de qualité, à un prix abordable et, bien entendu, relancer également l'activité économique qui est dans un secteur pourvoyeur d'emplois. Et ces mesures prises s'adressent à tous les territoires, urbains, périurbains, ruraux, et favorisent la mise en place de politiques de complémentarité entre eux. Et j'insiste sur ce point en tant que ministre en charge de l'aménagement du territoire, mais aussi en tant qu'élu local, les politiques engagées doivent concerner tous les territoires, n'en délaisser aucun, mais également prendre en compte les spécificités de chacun d'entre eux pour s'adapter au mieux aux réalités du terrain. Avec ce plan, nous avons amélioré plusieurs dispositifs. Et Monsieur le Président, je vous ai entendu. Je voudrais d'abord vous dire que les dépenses globales du ministère du Logement, c'est 44 milliards. Et ces 44 milliards rapportent 60 milliards à l'État. Et lorsqu'on prend ligne par ligne, quand on dit que l'on veut toucher à certains dispositifs, moi, les gros postes budgétaires qui sont les miens, je vous pose la question, est-ce qu'il s'agit de toucher au budget des APL qui permettent aux ménages modestes de se loger? Est-ce qu'il faut revoir le prêt à taux zéro pour les primo-accédants? Est-ce qu'il faut revoir le dispositif d'investissement locatif ou tous les dispositifs fiscaux qui ne sont pas encore éteints? Est-ce que nous devons revoir le budget de l'ANA? J'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que nous devons toucher au dispositif sur le renouvellement urbain, avec Action Logement notamment, et la garantie en faveur des salariés
avec la transformation de la garantie des risques locatifs dans un nouveau dispositif, comme nous l'avons inclus dans la convention quinquennale avec Action Logement? Est-ce que nous devons revoir notre action sur les copropriétés dégradées? Parce que, contrairement à ce que vous avez pu dire, il y a dans notre pays trop de copropriétés dégradées avec un habitat indigne, et pas uniquement dans des territoires bien connus comme celle de Clichy ou de Marseille, où j'étais encore il y a une semaine, mais dans de nombreuses étapes du Tour de France de la construction que j'ai initié, je visite des petites copropriétés dégradées dans des petites villes. Et l'aide que nous apportons avec l'ANA en soutien souvent des collectivités locales est utile. Donc lorsque effectivement on regarde ligne par ligne ce budget, on voit bien qu'à chaque fois il est très compliqué de prendre un dispositif pour dire qu'on va le supprimer, alors que derrière il y a des conséquences économiques et souvent sur ce budget-là des conséquences sociales importantes. Donc oui, je suis prête évidemment à regarder un certain nombre de points, mais il faut être précis lorsqu'on évoque des grandes masses budgétaires comme celle-là. Et donc, avec ce plan, nous avons amélioré le dispositif d'investissement locatif qui porte désormais mon nom, comme vous l'avez souligné, en l'adaptant, en lui donnant la souplesse nécessaire pour le rendre plus attractif et donc plus efficace. Nous avons assoupli sa durée de 6, 9 et 12 ans en contrepartie d'un avantage fiscal proportionnel, avec la possibilité de le louer aux ascendants-descendants, ce qui n'était pas le cas auparavant, en revoyant le zonage qui est lié à ce dispositif pour, bref, tenir compte de la réalité du marché. Et ici, à Toulouse ou à Bordeaux, pour parler des agglomérations qui peuvent être, et des métropoles qui peuvent être concernées, on voit bien que cela a eu un effet positif. Et l'objectif de ce dispositif est bien la création d'une offre de logement intermédiaire dans les zones tendues, là où les loyers sont chers, pour permettre aux catégories sociales moyennes et modestes d'avoir accès au logement. Nous avons également dynamisé les outils d'accession à la propriété avec un PTZ mieux ciblé, en l'ouvrant également à l'ancien dans certaines communes, notamment 6000 communes dans notre pays, parce que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a dans certains territoires un effort à faire sur le bâti existant, sur le patrimoine existant, sans aller construire du neuf dans des territoires moins tendus. Et dans mon département, c'est une réalité, donc je partage ce point de vue. Vous avez évoqué également plusieurs mesures fiscales incitatives qui ont été introduites en faveur des propriétaires fonciers, comme l'exonération totale de plus-value sur les terrains à bâtir après 22 ans de détention. Nous avons également décidé d'un abattement exceptionnel de 30% sur les plus-values réalisées en cas de cession de terrains à bâtir pour toute promesse de vente conclue avant le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 100 000 € pour les donations de terrains réalisées jusqu'à fin 2015, à condition qu'ils soient ultérieurement construits. Et je note avec satisfaction que les premiers résultats sont là, hausse de 20% des ventes entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015, 59% d'augmentation pour le dispositif d'investissement locatif, et son développement se confirme dans les zones tendues, comme je viens de le dire. Bien entendu, il s'agit de ventes et nous verrons dans les chiffres de la construction d'ici 6 à 8 mois un premier effet positif, ce qui nous conduit à redoubler nos efforts pour promouvoir l'ensemble de ces dispositifs. Un autre enjeu essentiel est celui de la rénovation du parc privé, non seulement pour revitaliser certains territoires, mais également pour relever le défi de la transition énergétique. L'ANA, que vous connaissez bien, il joue un rôle essentiel. Ce sont près de 720 millions d'euros d'aide qui ont été accordés en 2014 par l'agence pour rénover 75 000 logements, et cela a permis en outre de créer ou de préserver plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans nos départements, dans nos communes, dans nos régions. 2 tiers des aides bénéficient ainsi directement aux espaces ruraux et périurbains. Le programme Habiter mieux de l'ANA en faveur de la rénovation énergétique connaît un grand succès. J'ai même envie de dire qu'il est victime de son succès. Et c'est pour poursuivre cette dynamique que les moyens de l'ANA ont été renforcés de 125 millions d'euros l'année dernière et de 70 millions
d'euros supplémentaires cette année. Jamais le budget de l'ANA n'a été aussi important, il faut le souligner. La répartition régionale de cette enveloppe est en cours de finalisation et sera adoptée lors du prochain conseil d'administration de l'agence le 10 juin. Et ce programme vient compléter un ensemble d'actions conduites par le gouvernement pour renforcer les capacités énergétiques des logements. Je pense notamment à la mise en place du crédit d'impôt pour la transition énergétique, à l'éco-PTZ, à la création du chèque énergie ou encore à celle des sociétés de tiers-financement, souvent portées par les conseils régionaux. Avant de conclure, je souhaite rappeler que le gouvernement a pris également de nombreuses mesures de simplification des normes, des procédures. Près de 40 mesures sont opérationnelles, elles sont extrêmement concrètes et concernent par exemple la réglementation thermique ou des dispositions sur l'accessibilité ou encore la lutte contre les recours abusifs que nous compléterons d'ailleurs dans le projet de loi croissance et activité. Elles doivent permettre une relance de l'investissement. Vous l'aurez compris, je souhaite redonner confiance dans l'investissement et dans le marché locatif. C'est tout le sens des actions entreprises depuis un an au travers du plan de relance et des diverses mesures d'application que j'ai publiées ces derniers mois. Je vous l'ai dit, chaque mesure, chaque action est élaborée avec pragmatisme, dans un souci de clarté, d'efficacité, pour relancer la construction et la rénovation. Et vous aurez aussi compris que ma volonté est de fédérer les acteurs et non pas de les opposer les uns aux autres, mais bien de rassembler toutes les énergies, toutes les bonnes volontés pour relever ce défi ambitieux de relance de la construction, de la rénovation, dans l'intérêt de nos habitants et dans l'intérêt de nos territoires. Merci Madame la Ministre. Merci aux intervenants pour la concision de leurs propos, nous ayant permis donc de pouvoir tous nous exprimer. Avant de terminer notre Assemblée générale, me permettre de vous remettre au nom des propriétaires privés une carte symbolique d'adhérents. Alors c'était une journée très sympathique. Le président de l'UNPI d'Agen a été brillant dans son discours à la ministre. Ensuite, j'ai pu m'exprimer et dire un certain nombre de revendications du l'UNPI à la ministre, en l'aménageant, mais apparemment ça l'a même terrorisé. Il n'a pas souhaité qu'il y ait une conférence de presse ni une réponse aux questions. C'est un petit peu dommage. L'UNPI arrivait dans un état d'esprit de concertation, de conciliation, de proposition. Et en face de nous, on a trouvé quelqu'un qui ne fait que dire il y a la loi, j'ai encore des décrets à sortir sur la loi Allure. Globalement, on est quand même content de cette journée. Et pour le moins, je crois que la ministre a compris qu'il fallait composer avec l'UNPI, écouter l'UNPI et qu'on avait peut-être des solutions qui valaient largement de celles de tous ces ronds de cuir. Monsieur Ferrando, que retenez-vous de cette journée? Une journée extrêmement intéressante, constructive. Nous avons pu nous exprimer devant Madame la Ministre. Sa 91e Assemblée Générale a eu l'honneur et le privilège de recevoir pour la première fois un ministre de la République en exercice. C'est un très grand honneur pour les propriétaires privés du Lot-et-Garonne d'avoir pu nous exprimer devant elle et ouvrir un certain nombre de pistes de futures négociations. Merci. Bon, allez, on va... Au revoir, monsieur. Vous êtes là.